Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode spécial Halloween, l'affaire Jordan Leniza. À l'occasion d'Halloween, je vous propose de plonger au cœur d'une véritable maison de l'horreur avec une affaire qui a secoué une région tout entière. Nous sommes à Beauzelle, un petit village de Savoie, situé à quelques kilomètres de Courchevel. Le 26 juillet 2012, Jordan Leniza, un jeune homme de 24 ans, abat froidement son père et ses deux frères. Puis il tente de tuer sa mère. Pourquoi ce jeune homme a priori sans histoire a-t-il commis l'impensable? Face à un tel carnage, les questions sont nombreuses et les réponses souvent glaçantes. L'affaire Jordan Leniza, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Tout commence à Beauzelle, en Savoie. Ce petit village tranquille est situé à quelques kilomètres seulement des stations les plus connues du massif. En fait, Beauzelle, c'est un endroit, une carte postale, quelque part, c'est un décor merveilleux. On est entouré par les Alpes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. On est à 10 minutes environ de la célèbre station UP de Courchevel, donc c'est un environnement véritablement privilégié. Dans l'ensemble, il n'y a que des gens extrêmement fortunés qui vivent à Beauzelle. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est véritablement un des endroits les plus luxueux de France. Courchevel et Beauzelle, c'est quand même la seule route chauffée de France pour que les voitures de luxe se retrouvent pas dans la neige. C'est là que la famille Leniza vit depuis toujours, dans un chalet confortable du centre-ville. Une famille a priori sans histoire, très connue dans la région. En fait, cette famille, c'est un petit peu la famille modèle. Il y a ces 4 enfants qui sont peut-être promis à un bel avenir. En fait, ce couple, cette famille, offre, du moins de l'extérieur, le spectacle d'un clan tout à fait soudé et tout à fait harmonieux. Muriel, 45 ans, est mère au foyer. Elle a épousé Florent Leniza en 1987. 2 enfants du pays qui vont donner naissance à un fils, Jordan, puis viendra Charlène, la cadette, et les 2 derniers, Benjamin et Victor. Benjamin, dans la famille, est considéré un peu comme le plus gentil garçon, le plus normé, en fait, celui qui travaille le mieux à l'école, par exemple. Plutôt brillant, réussit bien. Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble. C'est un garçon intelligent, sensible. On lui connaît pas de passion particulière à part le jeu vidéo comme beaucoup de gamins de son âge. Et le petit Victor, un petit peu le petit dernier, comme on dit, qui a 8 ans et qui est à l'école primaire à ce moment-là. Victor est notamment très très proche de Benjamin, qui joue très souvent avec lui et à qui il donne beaucoup de temps. Charlène, elle n'a pas encore pris son envol, elle n'a pas encore quitté le domicile familial et donc elle vit encore là. Elle doit passer un CAP, donc c'est un petit peu la grande qui reste encore chez ses parents. Quant au frère aîné, Jordan, il a l'air plutôt gentil. D'un naturel discret, il n'est pas très bavard. Pour tout le monde, les Leniza affichent l'image d'une famille parfaite, autour d'un couple soudé et équilibré. Et surtout, d'un père au destin hors du commun. Le père, c'est quelqu'un qui est d'origine modeste, qui n'a pas de diplôme et qui a pu, grâce à son intelligence, sa grosse capacité de travail, faire breveter un procédé industriel d'isolation thermique qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Grâce à ce succès, l'entrepreneur devient une personnalité de la région. Son entreprise fait près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et on le voit souvent au volant de voitures incroyables. En faisant fortune, en réalité, Florent réalise son rêve, c'est-à-dire celui d'avoir des véhicules de luxe. Et il va même s'offrir aux alentours de ses 40 ans une voiture pour 675 000 euros.
Et donc, ce type qui vient de rien, qui est vraiment un self-made man, comme on dit en anglais, a tout réussi. Et en fait, il offre de l'extérieur quand même le spectacle de quelqu'un à qui la vie a souri quelque part. Cette fortune amassée au fil des années permet à Florent, le père, d'assurer un train de vie plus que confortable à ses 4 enfants et à sa femme. La riche famille Lenisa a tout pour couler des jours heureux. Alors, comment ce bonheur a-t-il pu voler en éclats? Et surtout, d'une manière aussi violente et tragique. Pour les gendarmes, c'est une enquête compliquée qui s'annonce. Ce 26 juillet 2012, Muriel vient d'être violemment agressée par son fils Jordan. Les gendarmes de Bozelle, alertés par un voisin, arrivent sur place. Il est 18h30. Dans la rue, devant son domicile, la mère de famille est en état de choc. Muriel est assise sur le trottoir dans tous ses états. Elle porte des traces de sang, elle porte des traces de strangulation autour du cou et elle est difficilement en mesure de raconter ce qui s'est passé. Muriel est traumatisée. Elle tente d'expliquer aux gendarmes que c'est son propre fils qui l'a attaqué, mais elle est bouleversée. Alors, les pompiers la prennent immédiatement en charge. Pour les enquêteurs, première préoccupation, retrouver Jordan. Et là, surprise, il n'est pas bien loin. Il ne s'est même pas enfui. Il est décrit comme étant hagard, perdu. Florence Vincent, avocat de la défense. Pas particulièrement agité, qui porte lui aussi des traces de sang sur son t-shirt, sur lui, et qui est là, qui attend. Et là, il va avoir cette phrase quand même assez terrible, très spontanément devant les gendarmes, en disant « J'ai fait une grosse bêtise, j'ai tué mon père et j'ai tué mes 2 frères ». Les gendarmes ont du mal à le croire. Le fils Lenisa a-t-il vraiment tué toute sa famille comme il le prétend? Les forces de l'ordre se précipitent dans le chalet. Arrivés au premier étage, ils comprennent que Jordan a dit vrai. L'horreur commence dans le bureau du père, Florent. Il découvre le père de famille à son bureau. Il est effondré à son bureau, devant son ordinateur, alors qu'il était en train de consulter ses emails. Les enquêteurs constatent immédiatement qu'il porte une trace à l'arrière, à la nuque, une trace d'orifice. Retrouveront d'ailleurs une douille de 6,35 au sol et pas de trace de lutte apparente dans ce bureau. Et donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école de police ou de gendarmerie pour comprendre que cet homme, Florent... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. A été abattu froidement dans le dos alors qu'il était en train de consulter visiblement sa boîte email. Les gendarmes continuent leur progression. Et le cauchemar se poursuit. Au 2e étage de la maison, ils pénètrent dans la chambre du petit Victor, le dernier de la fratrie. Et là, on assiste à une scène terrible. Il le découvre caché sous son lit. Il constate que ce petit garçon a une balle, un impact de balle lui aussi, mais là, directement au milieu du front. Il y avait des collerettes de tir, c'est-à-dire des traces de poudre qui démontrent qu'on a affaire à un bout portant, voire touchant. Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble. C'est-à-dire quand le canon de l'arme est très proche du visage, ça laisse des traces sur la victime. En inspectant le sol, il relève des traces de sang. Tout laisse à penser que l'enfant a été tué à côté de son lit, puis caché en dessous par Jordan. Et comme dans le bureau de son père, les gendarmes retrouvent dans la chambre du petit garçon, au milieu de la pièce, une douille percutée de calibre 6,35. À quelques mètres de là, la chambre de Benjamin, 17 ans. Et une fois de plus, la scène est insoutenable. Ils vont le découvrir, lui, au sol, portant une trace
là aussi d'impact dans le dos. Les gendarmes constatent que la télé est allumée sur un jeu vidéo, sur la page d'accueil d'un jeu vidéo, comme s'il avait été abattu au moment où il voulait commencer une partie. Et là, on retrouve un tapis ensanglanté. Et là encore, pour la 3e fois, en quelques minutes, on retrouve une balle du même calibre, du 6,35, au milieu de la pièce. Face à la violence des meurtres, les gendarmes s'interrogent. Que s'est-il passé pour que Jordan commette un tel massacre? Il leur faudrait absolument un témoin. Et miracle, en s'approchant du corps de Benjamin, ils découvrent que le jeune homme respire encore. Il est encore en vie, enfin un souffle de vie. Il sera immédiatement transporté aux urgences de Grenoble dans un état extrêmement critique. En attendant de pouvoir l'auditionner, les gendarmes questionnent Jordan, car ils veulent retrouver l'arme du triple meurtre. Jordan va spontanément leur indiquer où est l'arme du crime. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. En fait, Jordan va emmener les enquêteurs dans son ancienne chambre, celle qu'il habitait du temps où il était encore avec ses parents. Et il va les amener vers un placard où il y a ses anciennes peluches de quand il était petit. Sous une peluche, il y a cette fameuse arme à feu, cette arme à feu de calibre 6,35 qui, manifestement, a servi à commettre une tuerie quelques minutes auparavant. Pour les gendarmes, c'est une affaire hors norme qui s'annonce. Ils sont face à un jeune homme qui a massacré sa famille, qui avoue les meurtres et qui ne s'est même pas débarrassé de l'arme du crime. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive à une telle extrémité? Cette terrible affaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. La région est sous le choc. Personne n'aurait pu imaginer qu'un tel drame soit possible dans cette famille d'apparence si tranquille. Les Lénisas sont un peu connus dans le coin. Ce sont des gens que l'on apprécie. Et d'un coup, qu'une telle tuerie arrive dans une famille aussi modèle, évidemment, ça ébranle toute la vallée, quoi. De leur côté, les gendarmes cherchent à en savoir plus sur le déroulement des faits. Mais Muriel, la mère, est complètement traumatisée. Tout son monde s'est effondré. Elle a perdu son mari et son petit dernier, Victor. Elle est incapable d'expliquer ce qu'il s'est passé. On imagine à ce stade, pour cette mère, pour Muriel Lénisa, pour Charlène aussi, qui n'était pas dans ce chalet ce jour-là. Florence Vincent, avocat de la défense. Mais on imagine à la fois la détresse qui est la leur et aussi l'incompréhension qui est la leur. Pourquoi est-ce que Jordan a commis un tel geste ? Alors les gendarmes misent tout sur le témoignage de Benjamin, retrouvé entre la vie et la mort dans le chalet. Mais lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Le jeune homme a succombé à ses blessures. Le seul espoir de faire avancer le dossier, c'est que Jordan explique pourquoi et comment il a pu commettre ce triple meurtre. Mais le jeune homme n'est pas bavard. Alors qu'il reconnaît sans difficulté être à l'origine de la mort de son père et de ses frères, il y a une forme de réserve en tout cas, puisqu'il dira qu'il n'a pas de mémoire exacte des faits, même s'il les reconnaît. Des explications insuffisantes aux yeux des enquêteurs. Ils se demandent surtout si Jordan n'aurait pas trouvé cette excuse pour leur cacher la vérité. D'autant qu'en salle d'interrogatoire, le jeune homme est très calme. Il ne semble pas vraiment affecté par ce qui lui arrive. Ce qui étonne les gendarmes.
Alors, ils cherchent à en savoir plus sur la personnalité du fils Lénisa. Il est décrit comme un garçon assez ouvert, sympa, souriant, drôle parfois, assez bien dans sa peau. Il a des petites copines, des amis, il a des camarades, des gens qui lui parlent. Il n'est pas isolé affectivement et psychologiquement. Rien d'inquiétant donc. Ce portrait plutôt flatteur est même confirmé par son meilleur ami. Il s'appelle Clément, il a 24 ans. Depuis 3 ans, les deux garçons sont inséparables. Ils se sont rencontrés en ligne sur un jeu en réseau. Il y avait quand même un certain charisme, c'est une personne avec qui on pouvait discuter de tout et de rien. Clément, ancien meilleur ami de Jordan. Il semblait vouloir s'intéresser assez fortement aux personnes qu'il côtoyait, en leur demandant s'ils avaient des problèmes, s'ils pouvaient les aider. A priori, une personnalité sociable, gentille et surtout très généreuse. Il m'a invité avec mon ex-compagne à partager 3 jours de nuit tout frais payé dans un parc d'attractions très connu. Ça s'est extrêmement bien passé. Où à plusieurs reprises, quand on dînait sur place, il n'a pas hésité à nous dire non, mais attendez, c'est pour moi. Il nous avait aussi offert 2 paires de lunettes de luxe. Donc c'était une personne qui était prête à donner sans qu'on lui demande. Une personne qui semblait avoir un peu le cœur sur la main, quoi. D'après ces témoignages, Jordan n'a pas du tout le profil d'un criminel. Alors pourquoi a-t-il assassiné froidement ses frères et son père ? En creusant un peu, les gendarmes découvrent un autre aspect plus inquiétant de sa personnalité. Assez rapidement, on se rend compte, en fait, que ce garçon, il s'invente un peu des histoires. Non, alors sa mère dira de lui qu'il ment, et c'est vrai qu'on voit que il se fait passer parfois pour son père, il se fait passer pour un milliardaire, et comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Par exemple, il va sortir dans des bars ou des boîtes de nuit et laisser la facture au nom de son père. Alors évidemment, il pouvait, son père circulant avec des voitures de sport. Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble. Lui-même les utilisant, donnait l'illusion qu'il était riche, qu'il avait des projets extraordinaires. Il aimait afficher les photos où on le voit dans une mer bleu turquoise ou avec un gros cigare cubain. On le voit assez costaud, au milieu de choses assez aisées comme des voitures de luxe. Et des anecdotes qui dévoilent le côté mythomane de Jordan, Clément en a bien d'autres. Alors, il m'explique que son père a 2 entreprises apparemment, et que celle qui a permis de faire fortune, il va la récupérer. Et va en rajouter au fur et à mesure en lui disant ah bah écoute Clément, dès que j'ai l'entreprise, Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. je te filerai un poste, je te donnerai une voiture, une grosse bagnole de fonction. Je me dis que ça paraît un peu gros, donc je doute de lui, mais il n'a pas hésité à mettre en avant les photos de lui où on le voit dans un milieu aisé, à donner le nom de son père qui avait fait partie des personnes fortunées qu'on trouvait facilement sur Internet. Il avait toujours une répartie pour les personnes qui doutaient de sa fortune. Interrogée à son tour, la maman de Jordan précise que petit, il n'était déjà pas facile. Elle se souvient de ses mauvaises notes, de son insolence en classe. À la différence de ses 2 frères qui, eux, étaient de très bons élèves. Dès l'enfance, on est face à un gamin qui a pas un parcours scolaire très assidu, qui a des problèmes de comportement. On a un peu l'impression du vilain petit canard, non pas le mal-aimé de la famille, mais celui qui, pour des raisons psychologiques et d'autres, se met en marge de la famille et se pense incompris. Assez rapidement, on se rend compte que ses parents sont un peu perdus devant ce gamin. Florence Vincent, avocat de la défense.
qui donne pas satisfaction aux parents, manifestement, au plan scolaire. Il est un peu oisif, décrit comme étant un peu tir au flanc, pas très courageux. L'enquête de personnalité révèle un jeune homme au double visage. Généreux et sociable d'un côté, menteur et mythomane de l'autre. Les gendarmes sont perplexes. Reste à savoir maintenant les véritables raisons qui l'ont poussé à massacrer sa famille. Car les experts sont formels. Il n'est pas fou. Alors comment et surtout pourquoi s'est-il transformé en criminel implacable? Les enquêteurs émettent une première hypothèse. Jordan dépensait beaucoup d'argent. Mais cet argent, il ne le gagnait pas. C'était son père qui lui donnait. Le jeune homme en aurait-il voulu plus? En clair, quelles étaient leurs relations au moment du drame? Il y a beaucoup d'exigences quand même de Florent envers son fils. Il faut se souvenir que quand même Florent est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est le contraire, je dirais, d'un fils à papa. Et finalement, il y a une sorte de fracture, de cassure qui se fait encore plus entre le père et le fils parce que Jordan ne répond pas aux attentes de son père et son père est extrêmement déçu par l'attitude de son fils. Jordan prend en grippe ce père qu'il trouve trop exigeant et qui ne lui pardonne rien. De son côté, Florent ne lâche pas prise et ses efforts finissent par payer. À 20 ans, Jordan décroche un BEP de vente. Mais leur relation ne s'arrange pas pour autant, bien au contraire. Son père, pensant bien faire, décide de l'embaucher comme commercial dans sa propre entreprise. Puis, au bout de quelques mois, la relation père-fils continue à se déliter. Il déçoit ce père. Il n'est pas à la hauteur des attentes de ce père. Et à chaque fois, on le renvoie aussi dans une forme de médiocrité, dans une forme de dénigrement. Et là, il va quitter la société. Les disputes entre le fils et le père se multiplient. Jordan déteste et jalouse tout ce que représente Florent, sa position sociale, sa fortune, sa réussite, son train de vie. Le jeune homme ne supporte plus de vivre au chalet familial. Alors un jour, il décide de prendre son indépendance. Mais problème, il n'en a pas les moyens. Il va prendre un studio à 300 mètres du chalet de ses parents. Et là encore, il est incapable de subvenir à ses propres besoins. Et donc, c'est encore les parents qui, chaque mois, paient le loyer de l'appartement et qui le mettent sous perfusion financière permanente. L'éloignement du foyer familial marque un tournant dans sa vie. Jordan s'isole et sombre dans un univers virtuel. Il se coupe de ses parents, il se coupe un peu de la société en se plongeant dans les jeux vidéo qui le mobilisaient pratiquement jour et nuit les derniers temps, au point où il n'arrivait même plus à s'alimenter, comme si il était dans une coupure presque spatio-temporelle avec son environnement. C'est souvent des jeux où il y a des bons et des méchants, des gens qu'on détruit, qu'on anéantit. Pour les gendarmes, les mauvaises relations entre Jordan et son père pourraient expliquer son geste fatal. Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-il tué aussi ses deux frères? Là encore, tout aurait basculé au moment où Jordan a quitté la maison familiale. Ce qui a été compliqué aussi pour Jordan, c'est effectivement de voir qu'il perdait un peu sa place. Alors, il perd sa place physiquement, parce qu'il n'est plus dans la famille. Donc, il est certes à quelques centaines de mètres, mais il n'est plus dans la maison. Il perd sa place d'aîné, puisque Benjamin devient le plus grand de la famille, en tout cas au sein du foyer. C'est pas l'humiliation, mais la dévalorisation par rapport à ses deux frères. Objet de l'amour des parents, donc on tue l'objet de leur amour pour leur nuire un peu plus, quoi. Il se ressent en tout cas comme moins aimé que ses frères, comme bénéficiant de moins d'attention de la famille, même s'il y en avait, lui ne le ressentait pas. Jordan en voulait à ses deux frères d'être devenus le centre de toutes les attentions. Mais un enfant qui déteste son père et ses frères ne devient pas pour autant un meurtrier. Alors qu'est-ce qui a bien pu pousser Jordan à passer à l'acte? Y a-t-il eu
Un élément déclencheur que les gendarmes ignorent. Pour le savoir, les enquêteurs s'intéressent aux semaines qui ont précédé le drame du 26 juillet. Et pour cela, ils entendent de nouveau Muriel, la mère de famille. Au départ, Muriel, la mère, ne comprend absolument pas ce déchaînement de violence. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que il n'y a jamais eu d'épisode auparavant. Il y a eu des engueulades, il y a eu plein de choses, mais rien n'est annonciateur de la tuerie. Pourtant, un événement raconté par Muriel retient toute leur attention. En juillet 2012, quelques jours avant les faits, le père avait posé un ultimatum à son fils. Florent, le père, après des années à avoir mis son fils sous perfusion, à l'avoir assisté, décide que à partir du 31 août, il lui coupera les vivres, c'est-à-dire qu'il cessera de payer le loyer de son appartement, qu'il va vendre sa voiture et qu'à compter de ce jour-là, Jordan sera tenu de se débrouiller avec ses propres moyens. Autrement dit, juste avant le drame, Jordan apprend que son père ne lui donnera plus d'argent. Fini donc la belle vie, tout frais payé. Alors les gendarmes s'interrogent. L'ultimatum posé par son père a-t-il tout déclenché? Si oui, Jordan pourrait-il avoir prémédité son geste? Mais ce n'est qu'une hypothèse. Encore faut-il la prouver. À la gendarmerie, la garde à vue se poursuit. En salle d'interrogatoire, Jordan continue d'affirmer qu'il ne se souvient de rien. Alors les enquêteurs lui mettent la pression. Acculé, le jeune homme craque et change soudain de version. Oui, il a bien tué son père et ses frères. Mais il n'aurait pas agi seul. Il avait un complice, et pas n'importe lequel, Clément, son meilleur ami. La veille des faits, il leur a invité pour quelques jours Clément avec sa petite amie. Florence Vincent, avocat de la défense. Scène au cours de laquelle, cette soirée, il leur a sorti cette arme devant eux. Il va expliquer qu'il l'a volé quelques jours plus tôt au père de sa petite amie. En fait, Jordan fait un peu le malin, mais il dit aussi « je ne sais pas m'en servir ». C'est Clément qui lui aurait montré la manipulation de l'arme et que c'est Clément qui lui aurait dit tu pourrais être riche, sous-entendant en supprimant ta famille. Selon Jordan, c'est donc son ami qui lui aurait soufflé l'idée des meurtres, et pas qu'une seule fois. Ce que décrira Jordan, c'est que c'est aussi le jour des faits, alors qu'il s'apprêtait à aller au domicile de ses parents, que c'est là encore Clément qui lui l'inciterait, en quelque sorte, disant si tu veux avoir une belle vie, tu sais ce qu'il te reste à faire, ou voilà ce que tu peux faire. Connaissant le caractère mythomane de Jordan, les enquêteurs ont des doutes sur cette version des faits. Mais ils veulent en avoir le cœur net. Alors, ils convoquent immédiatement Clément. Et ce dernier n'en revient pas des accusations de Jordan. Tout ça, c'est faux. Il peut pas avoir dit ça parce qu'il sait très bien que j'ai rien à voir dans cette histoire. Clément, ancien meilleur ami de Jordan. On se dit que on s'est fait trahir par son meilleur ami. C'est quand même quelque chose qui est blessant. D'autant plus pour une affaire aussi grave. Donc à ce moment-là, on le vit mal, mais on réalise toujours pas vraiment ce qui se passe. Pour les gendarmes, Clément semble sincère, mais ils veulent savoir en détail ce qui s'est vraiment passé cette soirée-là, veille du drame. Après le dîner, Jordan nous raconte qu'il a une idée en tête, qui est de tuer les membres de sa famille. Pour ça, il sort une arme
qui semblait être factice parce que c'est une arme vraiment toute petite. Et à ce moment-là, il commence à nous mimer ce qu'il veut faire en disant je vais prendre un oreiller pour étouffer le bruit, je vais y arriver, je vais mettre une balle dans la tête à mon père, une balle dans la tête à ma mère, etc. Jordan d'ailleurs en rajoute dans les détails sordides en disant par exemple je finirai en mettant le feu à la baraque, comme ça il y aura plus de preuves en réalité. Au moment où il mime les faits, il pleure de rire de ce qu'il raconte. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, on se dit que c'est pas possible, il est pas sérieux. Alors, qui dit vrai? Jordan ou Clément? Pour le découvrir, les gendarmes n'ont qu'une seule solution, confronter les deux amis. Et là, coup de théâtre. Le procureur nous fait asseoir sur la même ligne, séparés par des gendarmes. Et du coup, à chaque question que pose le procureur sur mon application, à ce moment-là, Jordan dit non, effectivement, Clément, avant dans cette histoire, je l'ai impliqué pour pouvoir me sauver. Face à son ami, Jordan revient sur ses dernières déclarations. Oui, il est le seul responsable de cette tuerie familiale. Et la confrontation permet aux gendarmes de faire aussi avancer leur enquête. Clément affirme que Jordan lui a parlé de son projet avant le drame. Il a donc prémédité son geste. Reste maintenant à le prouver. Alors, ils saisissent son matériel informatique pour l'examiner. Et là, bingo. C'est au moment de la fouille de l'ordinateur de Jordan, et notamment de son historique de recherche Internet, comme on dit, que la préméditation semble évidente. On va découvrir que la veille des faits, la veille de la tuerie, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. il a fait des recherches quand même qui posent question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand toute sa famille est morte? Plus glaçant encore, il y a cette phrase « Est-ce qu'on meurt d'une balle dans la tête ?» Et à partir de là, l'hypothèse d'une préméditation méthodique de ces crimes, évidemment, s'impose tout à fait naturellement. Pour les enquêteurs, c'est clair. Ils n'ont pas affaire à un acte de folie passagère, mais bel et bien à des assassinats méticuleusement préparés. Confronté aux preuves qui s'accumulent, Jordan peine à maintenir sa version. Après des heures de garde à vue et d'interrogatoire, il lâche prise. Et voici comment, d'après lui, les faits se seraient déroulés. Il est 14 heures lorsqu'il pénètre dans le chalet. À l'intérieur, ses deux frères, Benjamin et Victor, sont seuls. Jordan explique qu'il s'en prend en premier lieu à Benjamin, son frère de 17 ans. Ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Alors que Benjamin lui tourne le dos, il sort son arme de son short. Lui tire dessus assez froidement. Il le laisse pour mort, il n'est pas encore mort, mais il décédera plus tard. Ce qu'il décrira de la suite de cette scène est tout aussi effroyable. C'est-à-dire qu'il dit que Victor assiste à cette scène où il tue Benjamin, qu'effrayé par le bruit de ces détonations, il va se réfugier dans sa chambre, que Jordan lui court après, l'attrape, lui tire une balle là, en pleine tête, en lui adressant un « je t'aime », et qu'ensuite, il cachera ce corps sous le lit. La spirale meurtrière ne s'arrête pas là. Elle se poursuit avec l'arrivée de Florent, le père. Florent donc revient vers 18h15 d'une journée entière de balade en vélo. Et quand il rentre chez lui, il ne se doute évidemment absolument pas que ses deux derniers enfants, l'un est mort et l'autre en train de lutter pour sa survie. Il va à son bureau pour vérifier ses mails et c'est là que son fils arrive derrière lui à 50 cm de distance environ, lui tire une balle dans la nuque très froidement. Mais alors, pourquoi a-t-il épargné sa mère
après ce déferlement de violence. Il dira qu'il ne l'a frappée que pour qu'elle ne soit pas confrontée à l'horreur de ces scènes. Florence Vincent, avocat de la défense. Et qu'elle ne monte pas dans les étages, donc c'est pour ça qu'il l'attrape violemment et qu'il la frappe, mais qu'à aucun moment il n'a jamais voulu lui donner la mort. Le dossier est presque bouclé, mais il reste une question clé, le mobile. Muriel, la mère de famille, et sa fille Charlène en sont certaines. Jordan a tué son père et ses frères pour toucher l'héritage. Mais il réfute en bloc cette accusation. Jordan a toujours nié avoir tué son père pour l'argent. En tout cas, c'est pas un mobile pour comprendre ce dossier. Et considérer, ne voir ce dossier que par le prisme de l'argent, avec l'idée d'un héritage, etc., c'est passer à côté de tout ce que a pu vivre Jordan et de tout ce qu'il ressentait au fond de lui. Pourtant, là encore, les enquêteurs disposent d'éléments convaincants. D'après le témoignage de Clément, Jordan lui avait aussi parlé d'héritage la veille du drame. Il nous évoque effectivement la possibilité de rédiger un faux testament pour lui mettre bénéficiaire du capital décès de sa famille. Clément, ancien meilleur ami de Jordan. Il nous dit que demain il va tuer toute sa famille et qu'il va empocher 130 millions d'héritage. On n'y croit absolument pas. Alors, a-t-il massacré sa famille pour l'argent? Ce sera aux jurés de trancher. Jordan est renvoyé aux assises le 5 octobre 2015 pour assassinat et tentative d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Et il encourt la perpétuité. Ça a été un procès terrible parce qu'on a parlé de meurtre de jeunes, d'enfants, d'une mère qui a... Madame Lénisa, qui perd son mari, qui perd 2 de ses enfants et qui voit dans le box des accusés le meurtrier, qui est lui-même son propre fils. Jacques Dallest, procureur général de la Cour d'appel de Grenoble. C'est un quadruple drame qu'elle a vécu. Cette pauvre femme, un monde s'est écroulé et il est rare de voir dans un procès d'assises autant de souffrance, un drame aussi atroce où les protagonistes sont des membres de votre famille. Le 10 octobre 2015, après 5 jours de débat, le verdict tombe. Jordan Lénisa est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 13 ans. Il n'a pas fait appel, mais il laisse une famille et des amis dévastés. Je me sens coupable encore aujourd'hui parce que je me dis que si j'avais cru à ce qu'il m'avait dit, j'aurais peut-être pu sauver la vie de cette famille. Malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, le petit village de Bozelle a retrouvé son calme. Mais les habitants de la région ne sont pas prêts d'oublier cette terrible tragédie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.